Le chasseur tira sur l'ours, mais lorsqu'il ouvrit la carcasse, la vision qui s'offrit à lui le fit pâlir. Laurent Fournier s'accroupit près d'un pin, tendant l'oreille au bruit de la forêt vosgienne dans le silence de l'aube d'une matinée de novembre. À 62 ans, dont 40 passés dans ces bois, il avait appris à lire la forêt comme un livre ouvert. Chaque craquement de branches, chaque bruissement dans les buissons, chaque odeur portée par le vent racontait sa propre histoire. En ce moment, l'histoire était à la fois simple et dangereuse. À environ 1 kilomètre de là, un ours énorme, un mâle de près de 400 kilos à en juger par ses empreintes, errait. Depuis 3 jours, il ne laissait aucun répit à Laurent, détruisant ses pièges à martre et effrayant le gibier dans un rayon de 10 kilomètres. Laurent vivait seul dans la forêt depuis 7 ans, après que sa femme, Marie, fut décédée d'un cancer à l'hôpital régional. Malgré tous les efforts des médecins, la maladie l'avait emporté. Leurs enfants avaient depuis longtemps quitté la région pour les grandes villes. Sa fille, Élise, était enseignante à Lyon, et son fils, Julien, programmeur à Paris. Il lui rendait visite une fois par an pour les fêtes et l'appelait le week-end. Laurent ne leur en voulait pas, il comprenait que chacun avait sa propre vie, son propre chemin. Son chemin à lui se trouvait ici, dans la forêt des Vosges, dans une cabane sur les rives de la rivière la Grande Fougère. Sa vie était rythmée par la chasse et le piégeage quotidien, qui lui assurait des revenus modestes mais suffisants. Il vendait des peaux de martre, de la viande et de la graisse d'ours. Il vivait sans luxe, mais sans besoin. Surtout, son âme était en paix dans ce silence, loin de l'agitation de la ville. Mais depuis 3 jours, l'ours avait sérieusement perturbé cette tranquillité. La bête immense, un mâle dans la force de l'âge à en juger par les traces, parcourait le territoire de chasse de Laurent, brisant ses pièges, effrayant ses proies et laissant des marques de griffes sur les arbres à plus de 1,80 m de hauteur. C'était un défi clair aux autres prédateurs, un avertissement que ce territoire était désormais le sien. Laurent savait qu'en novembre, les ours se préparent normalement à hiberner. Ils se gorgent des dernières baies et noix et creusent leur tanière dans des endroits reculés. Mais celui-ci ne semblait pas du tout disposé à se coucher. Il se déplaçait activement, agressivement, ce qui était alarmant. Peut-être avait-il été blessé, peut-être était-il malade, ou peut-être était-ce simplement son caractère, un ours erratique qui n'hibernerait pas et resterait dangereux tout l'hiver. Laurent décida de ne pas prendre de risques. Il prit son vieux fusil à 2 coups de calibre 12, chargé de balles expansives. Avec une réserve de cartouches, il partit à la chasse à l'aube. Pendant 3 jours, il traqua la bête à travers la forêt, dormant à peine 3 ou 4 heures par nuit, se nourrissant de biscottes et de thé de son thermos. Il suivait la piste avec une obstination méthodique. L'ours était malin, il faisait des détours, revenait sur ses pas, brouillait les pistes. Mais Laurent était plus expérimenté. Il lisait chaque branche cassée, chaque écorchure sur un tronc, chaque excrément. La veille au soir, il avait trouvé une trace fraîche et compris que la bête était proche. Il passa la nuit sous un sapin et reprit la poursuite au matin. Maintenant, assis derrière un pin sur le versant d'un ravin, Laurent vit enfin sa cible. À 80 mètres en contrebas, près d'un bouleau abattu, l'ours s'affairait. Il était énorme, brun, avec une bosse sur le garrot de plus d'1 mètre de haut. Son museau était grisonnant de vieillesse, ses pattes aussi épaisses que des troncs d'arbres. Il fouillait le sol à la recherche des dernières racines, retournant des pierres d'un puissant coup de patte, humant l'air. Laurent se figea. Le vent soufflait dans la bonne direction, vers lui. L'ours ne l'avait pas senti. Lentement, il épaula son fusil, visa la zone juste derrière la patte avant, là où se trouvait le cœur. Il expira, retint son souffle et pressa la détente. Le fracas du coup de feu déchira le silence de la forêt. L'écho roula sur les collines. L'ours poussa un rugissement assourdissant, bondit sur place et se tourna vers la source du bruit. Laurent vit une tache rouge sur le flanc de l'animal. Le tir était précis, mais l'ours ne tomba pas. Il chargea en haut de la pente, droit sur le chasseur, avec un rugissement furieux. Laurent tira une seconde fois, l'atteignant à la poitrine. L'ours trébucha mais continua sa course. 25 mètres, 15. Le rugissement était assourdissant. Les mains tremblantes, Laurent rechargea et tira une dernière fois en pleine tête, à moins de 8 mètres. L'ours s'effondra comme s'il avait été fauché, glissant encore sur 3 mètres sous l'effet de son élan avant de s'immobiliser. Laurent resta debout, le fusil prêt, pendant 3 longues minutes, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. L'ours ne bougeait plus. Du sang coulait de sa gueule. Laurent s'approcha prudemment, le toucha du canon dans le flanc.
mort. Il expira de soulagement et abaissa son arme. Une bête gigantesque. 400 kilos, sans aucun doute. La fourrure était magnifique, épaisse. Il y aurait de la viande et de la graisse. Il fallait le dépecer sur place, impossible de le traîner entier jusqu'à la cabane. Laurent sortit son couteau et commença à dépouiller la carcasse. Un travail de plusieurs heures l'attendait. Le dépeçage de l'ours prit 3 heures de labeur intense. Laurent retira d'abord la peau d'un seul morceau, découpant soigneusement de l'intérieur avec son couteau pour ne pas abîmer la précieuse fourrure. Elle était magnifique, épaisse, une peau d'automne parfaite. Il pourrait la vendre pour 5 cents ou 600 €. Ensuite, il commença à démembrer la carcasse, il sépara les pattes, la tête, les côtes, les gigots arrière. Il disposa la viande sur une bâche en plastique. La graisse fut prélevée séparément, la graisse d'ours est très prisée et se vend bien au village pour fabriquer des onguents contre les douleurs articulaires. Il travaillait méthodiquement, calmement. Ses mains bougeaient avec l'automatisme de 40 ans d'expérience. Lorsqu'il atteignit la cavité abdominale, il ouvrit le ventre d'une longue incision et commença à extraire les viscères. Le foie, grand et sombre, les poumons, le cœur, de la taille de 2 poings, transpercés par une balle. Il mettait tout de côté. Il en emporterait une partie et laisserait le reste aux renards et aux corbeaux. Puis il s'occupa de l'estomac. Un énorme sac de la taille d'un ballon de football, gonflé et lourd. Laurent le sortit, le posa au sol et prit son couteau pour l'ouvrir afin de voir ce que l'ours avait mangé ces derniers jours. Habituellement, il y trouvait des bailles, des noix, des racines, parfois des restes de charogne. Il trancha l'estomac dans le sens de la longueur et le contenu se déversa. Une masse à moitié digérée, brune et nauséabonde, des érelles, des noix, des coquilles, de l'herbe. Laurent fouilla la masse avec son couteau, et soudain, la lame heurta quelque chose de dur. De métallique. Il se pencha, écarta la masse de ses mains et resta bouche bée. Dans l'estomac de l'ours se trouvaient 2 lingots de métal oblong, de couleur dorée, qui brillaient même à travers la couche de mucus gastrique. Laurent en sortit un, l'essuya sur l'herbe. C'était un lingot d'or de forme standard, rectangulaire, de la taille d'une petite brique, pesant environ 1 kilo. Sur sa surface étaient gravés les chiffres 999.9 et un poinçon. Laurent s'assit par terre à côté de la carcasse de l'ours, le lingot dans les mains, n'en croyant pas ses yeux. Il sortit le second lingot, de même forme et de même taille. 2 kilos d'or pur à 999.9 millièmes. Le cours actuel de l'or était d'environ 65 € le gramme. 1 kilo valait donc 65 000 €. 2 kilos, 130 000 €. Une véritable fortune se trouvait entre les mains du vieux chasseur, découverte dans l'estomac d'un ours au fin fond des bois. Laurent retourna les lingots, examinant les poinçons. Sur l'un était gravé Crédit National, sur l'autre également. De l'or bancaire, donc, pas artisanal. Comment était-ce arrivé dans un ours? Un ours ne pouvait pas avaler de l'or comme ça. Ce n'est pas comestible, ça n'a pas l'odeur de la nourriture. Il a donc dû l'avaler avec autre chose. Avec de la viande, peut-être, ou un sac à dos. Laurent se souvint du comportement étrange de l'ours ces derniers jours. Il errait agressivement, ne se préparait pas à hiberner. Peut-être avait-il dévoré quelqu'un, un homme par exemple, qui transportait cet or. Et l'or s'était retrouvé dans son estomac par accident. Laurent se releva, regarda autour de lui. Il fallait trouver d'où venait l'ours, où il avait trouvé cet or. Il examina les traces de la bête menant à l'endroit où il l'avait abattu. La piste venait de l'est, de la direction où, à une quinzaine de kilomètres, se trouvait la rivière la Petite Fougère et un ancien sentier menant à une mine abandonnée. Laurent prit une décision, il laisserait temporairement la viande et la peau de l'ours ici, cachées dans un trou et recouvertes de branches pour les protéger des autres animaux. Lui-même remonterait la piste de l'ours, à la recherche d'indices. Il emporterait l'or avec lui, caché dans son sac à dos, sous sa veste. Pendant 2 heures et demie, Laurent remonta la piste de l'ours vers l'est, à travers la forêt. La trace était claire et fraîche. L'ours était passé par là la veille, à en juger par l'herbe couchée. Il avait traversé des chablis, longé des ruisseaux, suivi des sentiers d'animaux. Laurent marchait vite. Pisteur expérimenté, il ne perdait jamais sa direction. Après environ 12 kilomètres, il atteignit la rivière la Petite Fougère. Il la traversa à gué sur des pierres, grimpa sur la rive opposée et vit ce qu'il cherchait.
Dans une petite clairière à une centaine de mètres de la rivière se trouvait une tente de randonnée, déchirée et partiellement effondrée. Autour, des affaires étaient éparpillées, un sac de couchage, une gamelle, des vêtements, des boîtes de conserve. Sur l'herbe, des taches sombres de sang séché. Les traces de l'ours étaient partout, des empreintes de pattes profondes, des griffures sur les arbres. Laurent s'approcha, inspecta le campement. L'attaque de l'ours avait eu lieu ici, c'était évident. Quelqu'un avait installé son camp. L'ours avait attaqué, déchiqueté la tente. L'homme s'était défendu ou avait fui. Il y avait beaucoup de sang, ce qui signifiait qu'il avait été blessé ou tué. Laurent fit des cercles autour du camp, cherchant un corps ou des restes. À 20 mètres de là, dans des buissons, il trouva des ossements humains, partiellement rongés. Des lambeaux de vêtements, des chaussures. L'ours avait dévoré l'homme presque entièrement. Il ne restait que les plus gros os. À côté gisait un sac à dos de randonnée, déchiré, son contenu se déversant. Laurent s'approcha et l'examina. À l'intérieur du sac, des documents dans une pochette en plastique. Une carte topographique, un téléphone portable cassé. Laurent sortit les documents. Un passeport au nom de Michel Lambert, 35 ans, domicilié à Strasbourg. La photo montrait un jeune homme barbu. Il y avait aussi un autre papier dans la pochette. Une feuille A4 avec un texte imprimé. Plan d'opération. Objet, Agence du Crédit National, 25 rue de la République, Strasbourg. Date, 15 octobre 2024. Cible, la chambre forte. Lingots d'or, 20 pièces de 1 kg chacune. Suivez une description de la manière de pénétrer, de désactiver l'alarme, d'ouvrir le coffre. Un plan de braquage. Laurent sentit un frisson le parcourir. Il le relut 3 fois. Ce Michel Lambert était donc un braqueur. Il avait dévalisé le Crédit National à Strasbourg, volé de l'or et s'était enfui dans la forêt. Et un ours l'avait mangé. Une partie de l'or s'était retrouvée dans l'estomac de la bête avec le corps. Laurent sortit son propre téléphone, trouva un faible signal, chercha les actualités sur Google et tomba sur un article datant d'1 mois. Audacieux braquage du Crédit National à Strasbourg. Des individus masqués ont dérobé 20 lingots d'or d'une valeur de 1,3 million d'euros. Les criminels se sont enfuis en direction de la forêt. Un avis de recherche a été lancé. Laurent se tenait au milieu du camp dévasté, le plan du braquage à la main, relisant, n'arrivant pas à croire que tout cela était réel. Une paisible chasse à l'ours s'était transformée en une affaire criminelle avec un braquage de banque à 1,3 million d'euros. Le meurtre du voleur par un ours et la découverte de l'or dans l'estomac de l'animal. La vie de Laurent, ces 7 dernières années, s'était écoulée de manière prévisible. La chasse, le piégeage, de rares voyages au village pour des provisions, la solitude dans sa cabane. Et maintenant, il avait entre les mains 2 kilos d'or volé d'une valeur de 130 000 euros, un plan de braquage et le cadavre d'un voleur dévoré par un ours. Que faire maintenant? Laurent ne le savait pas exactement, mais il comprenait qu'il ne pouvait pas simplement s'en aller. Il devait faire la lumière sur cette affaire. Il s'accroupit près du sac à dos de Lambert et commença à en trier méthodiquement le contenu. Des vêtements de rechange, des chaussettes, des sous-vêtements, un thermos vide, des allumettes trempées, une lampe de poche cassée, une trousse de premier secours avec des bandages et des médicaments. Le téléphone était cassé, il essaya de l'allumer, sans succès. L'écran était fissuré, la batterie probablement vide depuis longtemps. À part le passeport et le plan de braquage, il n'y avait rien d'intéressant. Quelques tickets de caisse, des reçus. Laurent continua de fouiller et sentit une autre pochette en plastique dans une poche intérieure du sac. Il la sortit et l'ouvrit. À l'intérieur, une carte topographique de la région, pliée en 4. Sur la carte, un itinéraire était dessiné au marqueur rouge, avec des croix à 3 endroits. Laurent déplia entièrement la carte et l'étudia attentivement. Échelle 1h50 000. La région forestière entre Strasbourg et le lac de Gérardmer. Un terrain familier. L'itinéraire partait d'un point près du village du Thillot, sur la route principale, se dirigeait vers le nord le long de la rivière la Petite Fougère, puis s'enfonçait plus profondément dans la forêt. 3 croix rouges. La première à 15 km de la route, la deuxième à 30 km, et la troisième à 50 km de la route, au cœur de la nature sauvage. À côté de chaque croix, des chiffres étaient inscrits au marqueur. Près de la première, 7 plus 7. Près de la deuxième, 4 plus 4.
Près de la troisième, une note illisible, rendez-vous. Laurent comprit rapidement la signification des chiffres. 22 lingots d'or avaient été volés à la banque. 3 braqueurs. Ils avaient dû se partager le butin, ou presque. 7 plus 7 égale 14 lingots dans la première cache. 4 plus 4 égale 8 lingots dans la seconde. Total, 22. Après le braquage du 15 octobre, les voleurs s'étaient enfuis dans la forêt en suivant cet itinéraire. Ils avaient caché l'or à 3 endroits pour ne pas tout transporter en même temps. Ils prévoyaient de se retrouver le 20 octobre au 3e point. Lambert était l'un des 3, il avait atteint ce campement, où l'ours l'avait tué. Cela signifiait que les 2 autres étaient probablement encore en vie, peut-être attendaient-ils au point de rendez-vous ou avaient-ils déjà récupéré l'or des caches. Laurent regarda le calendrier sur son téléphone. Nous étions le 12 novembre 2024. Près d'un mois s'était écoulé depuis le vol. Le rendez-vous avait été fixé au 20 octobre, 5 jours après le braquage. Lambert n'y était pas allé, car l'ours l'avait mangé. Les 2 autres auraient pu y aller, ne pas attendre le 3e, prendre tout l'or et partir. Ou alors ils n'étaient pas venus, effrayés par une éventuelle poursuite, et avaient tout abandonné. Ou l'un d'eux était venu, avait tout pris, et l'autre était également absent. Les possibilités étaient nombreuses. Il fallait vérifier les caches indiquées sur la carte. Laurent plia la carte, la cacha dans la poche intérieure de sa veste avec le plan de braquage. Il mit les 2 lingots d'or de l'estomac de l'ours dans son propre sac de chasse, les enveloppant dans un chiffon pour qu'ils ne teintent pas. Il prit également le passeport de Lambert comme preuve et laissa le reste sur place. Le camp dévasté, les os du braqueur. Il devait suivre la carte et vérifier les caches. La première croix se trouvait à 10 km au nord d'ici. Si la carte était correcte, c'était près d'une vieille cabane de chasse sur un affluent de la rivière. Laurent connaissait l'endroit, il y était allé il y a une dizaine d'années. La cabane, à moitié en ruine, se trouvait dans un vallon entre 2 collines. Il faudrait environ 3 heures de marche rapide pour y arriver. Laurent vérifia son fusil chargé, ses cartouches dans sa poche, son couteau à sa ceinture, son thermos de thé, ses biscottes. Il quitta la clairière et se dirigea vers le nord, marchant à travers la forêt, se fiant à sa boussole et à la carte. Il marchait vite, malgré ses 62 ans. Ses jambes étaient habituées aux longues marches, sa respiration était régulière. La forêt automnale était un tapis de jaune et de rouge, les feuilles étaient tombées, recouvrant le sol d'aiguilles et de mousse. Une odeur de champignons et de décomposition flottait dans l'air. Le silence était absolu, rompu seulement par le bruissement de ses pas sur les feuilles et le cri d'un jet quelque part en hauteur. Tout en marchant, Laurent réfléchissait, pesait les options. Si l'or était encore dans les caches, il le prendrait, le remettrait à la police et recevrait une récompense, environ 10% de la valeur selon la loi. C'était près de 130 000 €. De quoi vivre confortablement jusqu'à la fin de ses jours, aider ses enfants, ses petits-enfants. Si l'or n'y était pas, il remettrait les 2 lingots qu'il avait trouvés. Il recevrait environ 13 000 € de récompense. Pas mal non plus. Mais sa conscience le travaillait. De l'or volé dans une banque, c'était l'argent des déposants, des gens ordinaires. Le garder pour soi, même légalement via une récompense, lui semblait malhonnête. Des gens avaient souffert de ce vol, il fallait leur rendre leur bien. D'un autre côté, la banque était certainement assurée, elle avait dû dédommager les déposants. Les pertes avaient été couvertes par la compagnie d'assurance. Donc, l'or devait être rendu à l'assurance ou à l'État. Laurent prit une décision ferme. S'il trouvait l'or, il le remettrait intégralement à la police. Qu'il se débrouille pour savoir à qui le rendre. On lui donnerait sa récompense légale. Sa conscience serait tranquille, il pourrait dormir sur ses 2 oreilles. Après 3 heures, il arriva à l'endroit familier. Un vallon étroit entre 2 collines. Un ruisseau coulait au fond. Sur la rive se trouvait la vieille cabane de chasse délabrée. Le toit était effondré, les murs noircis par le temps. Laurent s'approcha prudemment, regarda autour de lui. Aucune trace fraîche, personne. Il entra dans la cabane. À l'intérieur, un enchevêtrement de planches, des détritus, des nids de souris. Il consulta la carte. La croix était dessinée à une 50aine de mètres de la cabane, en amont du ruisseau. Il s'y rendit, comptant ses pas 50 mètres, 60, 70. Il chercha des repères. Un gros rocher, haut de 3 mètres. À côté,
un cèdre abattu. Il s'approcha, commença à inspecter le sol environnant. Sous le rocher, une zone de terre fraîchement remuée. Des branches avaient été jetées par-dessus pour camoufler le tout. Laurent écarta les branches, commença à creuser avec son couteau. À une profondeur de 40 cm, il sentit quelque chose de dur. Il dégagea complètement la terre et vit un sac à dos de randonnée noir, enroulé dans du ruban adhésif. Il le sortit, le déballa, l'ouvrit. À l'intérieur, des lingots d'or soigneusement empilés, 7 par rangée, sur 2 rangées. 14 lingots. 14 kilos d'or pur 999,9. Une valeur de 910 000 €. La première cache des braqueurs. L'or était intact, personne ne l'avait pris. Laurent resta assis près de la cache ouverte, un lingot d'or à la main, le fixant pendant 3 bonnes minutes. 14 lingots plus les 2 de l'estomac de l'ours. 16 kilos d'or pur, valant plus d'1 million d'euros. Près d'1 million d'euros entre les mains d'un vieux chasseur qui avait passé sa vie à gagner quelques milliers d'euros par an. La tentation était immense. Prendre l'or, le cacher quelque part dans la forêt, le vendre petit à petit par des intermédiaires, vivre richement. Mais Laurent se souvint de sa femme, Marie, comment elle avait enseigné l'honnêteté à leurs enfants, comment elle disait que le bonheur volé n'en était jamais un. La conscience valait plus que l'argent. Laurent soupira lourdement, remballa les lingots dans le sac à dos, l'enterra au même endroit. Le recouvrit de terre et de branches. Il ne pourrait jamais transporter 16 kilos d'or jusqu'au village par ses propres moyens. C'était 70 kilomètres à travers la forêt, au moins 3 jours de marche. Il fallait appeler la police, les laisser venir le chercher. Mais d'abord, il vérifierait la deuxième cache, s'assurerait que l'or y était aussi, puis il appellerait pour tout signaler d'un coup. Laurent regarda la carte. La deuxième croix était à 12 kilomètres plus au nord, près du rocher du Doigt du Diable, un site bien connu dans la région. Il lui faudrait 2h30 de marche, il pourrait y arriver avant la nuit. Il reprit la route des braqueurs. Il atteignit le Doigt du Diable vers 3h de l'après-midi. Le rocher se dressait comme un pilier de 15 mètres de haut, ressemblant à un doigt pointé vers le ciel, d'où son nom. L'endroit était sauvage, désert. La route la plus proche était à 50 km. Selon la carte, la croix était dessinée à la base du rocher, du côté ouest. Laurent fit le tour du rocher et trouva l'endroit. Sous une saillie rocheuse, un trou avait été creusé, recouvert d'une pierre plate. Il déplaça la pierre, regarda à l'intérieur. Un sac à dos noir identique, enroulé de ruban adhésif. Il le sortit, l'ouvrit. 8 lingots d'or, soigneusement empilés. La deuxième cache était intacte. Personne ne l'avait touché. Laurent referma le trou, le masqua, sortit son téléphone. Aucun signal, l'endroit était trop isolé. Il devait monter sur une hauteur pour peut-être capter quelque chose. Il grimpa sur une colline voisine, une centaine de mètres plus haut, et vérifia son téléphone. Une seule barre de signal, à peine. Il composa le numéro d'un vieil ami, Paul Lefebvre, avec qui il était ami depuis 35 ans, depuis l'armée. Paul avait été gendarme, lieutenant, avant de prendre sa retraite. Il vivait à Strasbourg, et il s'appelait de temps en temps. Leur dernière conversation remontait à 6 mois, pour l'anniversaire de Paul. Laurent décida de l'appeler en premier, de lui raconter sa découverte et de lui demander conseil sur la meilleure façon de remettre l'or sans avoir de problème. 5 longues sonneries. Puis une voix familière et rauque. « Allô ? Laurent, c'est toi ? Ça fait un siècle. Salut, Paul. Oui, c'est moi. Écoute, j'ai une affaire urgente. J'ai besoin de ton conseil. Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe ? Laurent raconta brièvement. Il chassait un ours, l'avait tué. Avait trouvé 2 lingots d'or dans son estomac. Avait suivi la piste de l'animal. Trouvé le campement du braqueur, la carte avec les caches. Vérifié 2 caches. L'or y était. 22 lingots du braquage du Crédit National à Strasbourg un mois plus tôt. Que faire maintenant ? Comment le remettre correctement pour toucher la récompense légale ? Paul resta silencieux pendant 10 secondes, puis siffla. Eh bien, Laurent. C'est ce fameux braquage. Toute la ville en a parlé pendant un mois. 1,3 million d'euros, 3 types. On les cherche encore. Et tu as trouvé l'or ? Oui, je l'ai trouvé.
22 lingots dans 2 caches, plus les 2 dans l'ours. Qu'est-ce que je fais, Paul? J'appelle la gendarmerie tout de suite ou. Écoute, Laurent, ne te précipite pas, laisse-moi venir demain. Je vais jeter un œil, on s'occupera des formalités comme il faut. J'ai des contacts à la gendarmerie, je peux aider pour que tu obtiennes une bonne récompense. On peut viser 15%, pas les 10% standards. Tu toucherais près de 200 000 € au lieu de 130 000. Où es-tu exactement? Laurent expliqua, près du rocher du Doigt du Diable, à 40 km de la route. C'est pas accessible à pied rapidement, il faut un 4x4. Compris, dit Paul. Faisons comme ça. Demain matin, je pars avec mon Land Rover. Je serai chez toi vers midi. On se retrouve au rocher, on récupère l'or, on l'emmène en ville et on le déclare officiellement. D'accord, c'est convenu. Paul, merci, tu me sauves la mise. Allez, entre amis, c'est normal. Juste une chose, Laurent. Ne parle de ta trouvaille à personne pour l'instant. Ni au village, ni au téléphone. On ne sait jamais, pour une telle somme, les gens sont capables de tout. Motus jusqu'à demain. D'accord, compris, je me tais. Je t'attends demain. À demain, Laurent. Prends soin de toi, et de l'or. Paul raccrocha. Laurent rangea son téléphone, redescendit de la colline. Il décida de passer la nuit ici, près de la 2e cache. Il alluma un feu sous la saillie rocheuse, fit chauffer du thé, mangea ses biscottes et s'installa dans son sac de couchage, regardant les étoiles à travers les branches d'un cèdre. Il pensait à l'arrivée de Paul le lendemain. Il prendrait l'or, l'emmènerait en ville, le remettrait à la police, et il recevrait une récompense de 200 000 €. Il pourrait aider ses enfants, ses petits-enfants, rénover sa cabane, acheter un nouveau fusil, vivre une vieillesse digne. Il s'endormit au son du crépitement du feu, l'esprit tourné vers un avenir serein. Laurent se réveilla à l'aube, transi de froid. Le feu n'était plus que braise, le bois était épuisé. Il se leva, dégourdit ses jambes engourdies, ajouta des brindilles au foyer, ranima les flammes, fit du thé dans sa gamelle et déjeuna des restes de biscottes et de viande séchée qu'il gardait toujours dans son sac pour les longues marches. Il regarda sa montre, 7 heures du matin. Paul avait dit qu'il partirait de Strasbourg le matin. Le trajet jusqu'au Doigt du Diable était d'environ 100 km, dont les 40 derniers sur une piste accidentée. Avec son 4x4, il arriverait vers midi, si la route et la météo le permettaient. Laurent avait environ 5 heures à attendre. Il pouvait aller jusqu'à la première cache, vérifier une fois de plus que l'or était toujours là. Il atteignit la cabane de la première cache en 1h30. Il déterra le sac à dos avec les 14 lingots, les recompta. Tout y était. Il l'enterra de nouveau et retourna au Doigt du Diable vers 11h. Il s'assit près du feu, se réchauffant, et attendit. À 11h30, il entendit le vrombissement lointain d'un moteur. Un 4x4 se frayait un chemin à travers la forêt. Laurent se leva, se posta à découvert et fit de grands signes. Un Land Rover de fendé vert, vieux et cabossé, émergea des arbres et s'arrêta à une vingtaine de mètres. Les portières s'ouvrirent. Paul Lefebvre en sortit. Un homme d'une 60aine d'années, solidement bâti, chauve, en treillis et Rangers, s'approcha de Laurent avec un large sourire. « Laurent, mon vieux. Ça fait un bail. » Laurent s'avança à sa rencontre. Ils s'étreignirent virilement, se tapotant le dos. Puis Laurent remarqua que 2 autres hommes étaient sortis du Land Rover. Des jeunes, entre 30 et 35 ans, également en treillis, aux visages inconnus et renfrognés. L'un était grand et mince, avec des tatouages sur le cou, l'autre, plus petit et trapu, portait une cicatrice sur le sourcil. Il restait près de la voiture, fumait et regardait Laurent d'un air calculateur. Laurent devint méfiant. « Paul, qui sont ces gens avec toi ?» Paul se tourna vers les hommes et fit un geste nonchalant. « Ah, ce sont mes assistants. L'or est lourd, 24 kilos, on ne peut pas le soulever à 2. J'ai pris des gars pour nous aider à charger et à transporter jusqu'en ville. » Laurent fronça les sourcils. Quelque chose ne lui plaisait pas chez ces types. Ils avaient des têtes de voyous, des regards de loups, les mains dans les poches de leur veste. Mais il ne dit rien à voix haute. Il se dit qu'il était peut-être paranoïaque. Paul était son ami depuis 35 ans, il ne le trahirait pas. Paul demanda, « Alors, Laurent, où est l'or ? Montre-nous les caches. On charge et on file en ville. »
Laurent désigna le rocher du doigt. Une cache est ici, sous la pierre à la base, 8 lingots. La deuxième est à 12 km par là, dit-il en désignant le nord, près de la vieille cabane. Il y en a 14. Plus les 2 que j'ai dans mon sac, ceux que j'ai trouvés dans l'ours. Ça fait 24 au total. Paul plissa les yeux. 24 ? Aux infos, il disait qu'ils en avaient volé 22. Oui, ils en ont volé 22, mais l'ours en a avalé 2 avec le braqueur. Je les ai trouvés dans son estomac. Ça fait donc 24 en tout. Paul hocha la tête, se tourna vers les hommes et cria « Serge, Nicolas, venez ici, aidez-moi à creuser. » Les hommes s'approchèrent. Et Paul leur montra l'endroit sous la pierre. Ils se mirent à creuser et sortirent le sac à dos avec les 8 lingots. Serge, le grand tatoué, ouvrit le sac, compta les lingots et afficha un sourire carnassier. « Eh ben, dit-il. Du vrai or. » Nicolas, le trapu balafré, palpa un lingot, le soupesa dans sa main et siffla. Laurent les observait. Un sentiment de malaise grandissait en lui, mais il ne comprenait pas pourquoi. Paul demanda « Laurent, et la deuxième cache ? Tu es sûr de l'endroit ? Montre-moi sur la carte. On ira en 4x4 pour récupérer le reste. » Laurent sortit la carte, montra l'emplacement près de la cabane. Paul l'étudia et hocha la tête. Compris. Bon, allons-y tous ensemble, on récupère tout et on file en ville. Ils montèrent dans le Land Rover. Paul au volant, Serge à côté de lui, et à l'arrière, Laurent, Nicolas et le sac avec les 8 lingots. Ils partirent vers le nord à travers la forêt. Le trajet était incroyablement chaotique. Le Land Rover grinçait à chaque soubresaut. Ils roulèrent en silence pendant environ 40 minutes jusqu'à la cabane. Ils descendirent. Laurent montra l'endroit sous le rocher. Ils déterrèrent le second sac avec les 14 lingots et le ramenèrent à la voiture. Paul compta tout l'or. 8 plus 14 plus 2 dans le sac de Laurent. 24 lingots au total. 24 kilos. Plus d'1,5 million d'euros. Paul regarda Laurent étrangement et sourit de travers. Bon, Laurent, on a trouvé l'or. Maintenant, parlons sérieusement. Laurent ne comprit pas de quoi parler. Allons en ville, remettons-le à la gendarmerie, faisons les choses légalement. Paul éclata de rire. Serge et Nicolas se joignirent à lui. Paul sortit un pistolet de sa ceinture et le pointa sur Laurent. Quelle gendarmerie, mon vieux ? L'or reste avec nous. Et toi, tu oublies tout ce que tu as vu. Tu rentres chez toi, dans ta cabane, et tu te tais. Compris ? Laurent sentit son sang se glacer. Il regardait le canon du pistolet, incapable de croire à ce qui se passait. Paul, son ami depuis 35 ans, le menaçait d'une arme, s'apprêtait à voler l'or. La voix de Laurent tremblait. « Paul, qu'est-ce que tu fais ? On est amis. Je te faisais confiance. » Paul ricana. On était amis, Laurent. Maintenant, on est des partenaires en affaires. Sauf que tu n'es plus un partenaire, juste un témoin gênant. Serge, Nicolas, ligotez le vieux. On l'emmènera un peu plus loin, on le laissera dans la forêt. Le temps qu'il rentre à pied, on sera déjà loin. Serge et Nicolas s'avancèrent vers Laurent, une corde à la main. Laurent recula, sa main se posant sur le couteau à sa ceinture. N'approchez pas. Paul, reprends-toi. C'est un crime. Paul se mit à rire. Le crime, Laurent, c'était il y a un mois, quand le Crédit National a été braqué. Nous, on ne fait que récupérer une trouvaille. Aucun crime. L'or était abandonné dans la forêt. On l'a trouvé. Tout est légal. C'est toi qui as organisé le braquage ? Soudain, toutes les pièces du puzzle s'assemblèrent dans l'esprit de Laurent. Tu as envoyé 3 types braquer la banque, tu es resté en retrait, tu as attendu qu'ils cachent l'or, puis tu les as éliminés. Paul hocha la tête calmement, un sourire suffisant aux lèvres. Tu as enfin compris. Oui, c'est moi qui ai tout organisé. 3 idiots ont accepté pour une part du gâteau. Ils ont braqué, caché l'or dans la forêt selon mon plan, et attendaient le rendez-vous. L'un d'eux a été bouffé par un ours. Un coup de chance pour moi. Les 2 autres, mes gars les ont liquidés, enterrés discrètement. J'ai cherché l'or pendant un mois, impossible de trouver les caches. L'un des 3 avait perdu la carte. Et toi, tu l'as trouvé.
Merci, Laurent. Maintenant, donne-la et rentre chez toi. Laurent se tenait près du Land Rover, son couteau à la main, face à Paul armé d'un pistolet et à deux bandits qui s'approchaient lentement avec une corde. Les pensées fusaient dans sa tête. S'il se laissait ligoter, il l'emmènerait dans un coin perdu. Peut-être qu'il le tuerait pour ne laisser aucun témoin. Ou peut-être qu'il l'abandonnerait simplement à mourir dans la forêt, sans armes ni provisions. Dans tous les cas, ses chances étaient minces. Il devait agir maintenant. Avant qu'il ne le maîtrise. Brusquement, Laurent se retourna et piqua un sprint vers la forêt, courant de toutes ses forces entre les arbres. Derrière lui, Paul cria « Attrapez-le !» « Tire, Serge !» Un coup de feu claqua. La balle siffla près de la tête de Laurent et s'enfonça dans le tronc d'un pin devant lui. Laurent plongea derrière un arbre et continua de courir en zigzag, utilisant les troncs comme abri. Un deuxième coup de feu. Un troisième. Les balles fouettaient les branches à côté de lui. Laurent courait sans se retourner. Ses poumons le brûlaient, son cœur battait la chamade, mais l'adrénaline lui donnait des forces. 62 ans, mais il courait encore bien. 40 ans de forêt, ça entraînait. Après avoir couru environ 200 mètres, il plongea dans un épais fourré de sapins et s'allongea derrière un tronc abattu, retenant son souffle. Il entendit Paul hurler sur ses hommes derrière lui. « Qu'est-ce que vous attendez ? Courez après lui, attrapez-le. Il ne doit pas s'échapper. S'il parle à la police, on est foutu. » Des bruits de pas, des jurons. Serge et Nicolas se frayaient un chemin à travers les buissons. Laurent resta immobile, regardant à travers une fente entre les branches. Les bandits passèrent à 10 mètres de lui sans le voir et continuèrent leur course. Laurent attendit une minute, se releva sans bruit et rampa dans la direction opposée. Puis il se mit debout et se hâta, le dos courbé. Il devait s'éloigner, faire des détours, brouiller sa piste. Sa connaissance de la forêt était un avantage considérable. Paul et ses hommes étaient des étrangers ici. Ils se perdraient rapidement. Pendant une heure, Laurent tourna en rond dans la forêt, changeant de direction, marchant sur des rochers pour ne pas laisser de traces, entrant dans un ruisseau et marchant dans l'eau avant de ressortir sur l'autre rive. Des techniques classiques pour échapper à une poursuite, apprises à l'armée et perfectionnées au fil des années de chasse. Finalement, il s'arrêta au sommet d'une colline et regarda en arrière. En bas, à environ 2 kilomètres, il vit le Land Rover vert près de la cabane. Paul se tenait à côté, fumant, attendant. Les bandits étaient invisibles, probablement en train de le chercher dans la forêt. Laurent sortit ses jumelles de chasse de son sac à dos et observa. Paul parlait au téléphone, marchant nerveusement en rond, gesticulant. Puis les bandits sortirent de la forêt, s'approchèrent de lui dirent quelque chose. Paul jura, montrant différentes directions. Laurent comprit qu'ils ne l'avaient pas attrapé et qu'ils étaient furieux. Que allait-il faire maintenant ? Le chercher dans la forêt était inutile. Il leur échapperait, il connaissait chaque sentier. Peut-être irait-il à sa cabane sur la rivière la Grande Fougère, lui tendrait une embuscade, attendrait son retour. Ou peut-être qu'il laisserait tomber, prendrait l'or et partirait, pensant que le vieil homme n'irait pas à la police, par peur. Laurent observait aux jumelles, attendant. Paul parla avec les bandits pendant une dizaine de minutes. Puis tous les trois montèrent dans le Land Rover, chargèrent les 2 sacs à dos d'or, démarrèrent et partirent. Mais pas vers le sud en direction de la route principale. Ils se dirigèrent vers l'ouest, en direction de la rivière la Grande Fougère. Vers la cabane de Laurent. Laurent jura entre ses dents. Ils avaient décidé de lui tendre une embuscade. De le tuer à son retour, d'enterrer son corps là où personne ne le trouverait. Il prendrait l'or et disparaîtrait sans laisser de traces. Paul était malin, il avait tout prévu. Mais il n'avait pas tenu compte d'une chose, Laurent connaissait la forêt comme sa poche. Il atteindrait le village en passant par les montagnes, préviendrait la police, déclencherait une chasse à l'homme. Du Land Rover à la cabane, il y avait 1 heure de route sur une piste difficile. De la cabane au village du Thillot, c'était 70 km en voiture par des routes forestières. Pour Laurent, à pied à travers les montagnes, c'était environ 50 km en ligne droite. 1 jour et demi de marche sans s'arrêter. Il y arriverait, s'il ne dormait pas, s'il ne se reposait pas. Laurent vida son sac à dos de tout le superflu. Sac de couchage, gamelle, vêtements de rechange. Il ne garda que l'essentiel, couteau, allumettes, thermos d'eau, biscottes, boussole, carte, jumelles,
et les 2 cartouches pour son fusil qu'il avait laissé près du feu. Le sac était 2 fois plus léger. Il vérifia sa direction avec la boussole, sud-est, directement vers le village du Thillot par le massif du Ballon. Il partit d'un pas rapide, économisant ses forces. Son vieux corps de 62 ans lui faisait mal, ses genoux craquaient, son dos le lançait, mais Laurent avançait obstinément. Paul avait trahi leur amitié pour l'or, organisé un braquage, tué des gens, voulu tuer son ami. Il en répondrait devant la justice. Laurent atteindrait la police, raconterait tout, et ce salaud serait arrêté. Il marcha jusqu'à la tombée de la nuit, parcourant environ 25 kilomètres. Il s'installa pour la nuit sous un cèdre. Il n'alluma pas de feu pour ne pas se faire repérer. Et si Paul devinait qu'il se dirigeait vers le village et tentait de lui couper la route? Il mangea des biscottes, but de l'eau froide de son thermos, et s'allongea dans sa veste, se recroquevillant. Il faisait froid, environ 5 degrés, mais c'était supportable. Il dormit par intermittence, se réveillant à chaque bruissement, sursautant, tendant l'oreille. La forêt nocturne vivait sa propre vie. Des loups hurlaient au loin, une chouette ululait, des branches craquaient sous les pas d'un animal. Laurent n'avait pas peur des bêtes, il avait peur de Paul et de ses bandits. Le lendemain matin, il se leva à l'aube et reprit sa marche. Ses jambes étaient lourdes, il avait des ampoules aux talons, mais il avançait. Vers midi, il atteignit un col du massif. L'altitude était de 1200 mètres. Le vent était fort, glacial, les nuages bas. Il descendit de l'autre côté, arriva dans la vallée de la Ture. Il traversa la rivière à gué. L'eau était glaciale jusqu'aux genoux, ses dents claquaient de froid. Sur l'autre rive, il remonta la montagne, à travers la forêt, en suivant des sentiers d'animaux. Le soir, il avait parcouru 25 kilomètres de plus. Il ne lui restait plus que quelques kilomètres jusqu'au village. Le matin du 2e jour, Laurent arriva aux abords du village du Thillot. Ses jambes le portaient à peine, son corps était endolori de fatigue. Un jour et demi presque sans sommeil ni nourriture, juste des biscottes et de l'eau. Mais il était arrivé, vivant. Le village était petit, une 50aine de maisons, une épicerie, un bureau de poste, une brigade de gendarmerie. Laurent descendit la rue déserte vers le bâtiment de la gendarmerie, une maison en bois d'un étage avec une enseigne. Il ouvrit la porte et entra. À l'accueil, l'adjudant Pierre Martin était assis. Un homme d'une 40aine d'années, que Laurent connaissait pour avoir fait renouveler son permis de chasse par le passé. Martin leva la tête de son journal, vit Laurent, sale et débraillé, et sursauta. « Monsieur Fournier. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous allez bien ?» Laurent s'affala sur une chaise, respirant lourdement. « Adjudant Martin, il faut contacter d'urgence la direction départementale. C'est une affaire sérieuse. Le braquage du Crédit National à Strasbourg, il y a un mois. Vous vous en souvenez? Bien sûr, tout le monde s'en souvient. 1,3 million d'euros volés, on cherche encore les braqueurs. J'ai trouvé lors du braquage 24 lingots. Et je sais qui est l'organisateur. Un ancien gendarme, Paul Lefebvre. En ce moment, il est avec 2 bandits dans ma cabane, il me tend une embuscade. Il veut me tuer. Il faut les arrêter d'urgence avant qu'ils ne s'enfuient. » Martin écarquilla les yeux, incrédule. « Monsieur Fournier, vous êtes sérieux? Lefebvre, un ancien lieutenant? Il est à la retraite, il vit à Strasbourg. On ne peut plus sérieux. C'est lui l'organisateur du braquage. Appelez vos supérieurs, faites venir le GIGN, encerclez ma cabane. Ils sont là-bas avec l'or, ils m'attendent. » Martin saisit le téléphone, composa le numéro du centre opérationnel départemental, et rapporta la situation. Il parla pendant 10 minutes, puis raccrocha et dit à Laurent, « Ils envoient une équipe d'intervention, un hélicoptère décolle, ils seront là dans 1 heure. » Le colonel se déplace en personne. C'est une grosse affaire. Vous êtes prêt à faire une déposition? Je suis prêt. Je raconterai tout, mais agissez vite. Lefebvre pourrait s'enfuir. Une demi-heure plus tard, un hélicoptère Puma atterrit dans le village. 20 hommes du GIGN en gilet pare-balles et fusils d'assaut en descendirent, ainsi que le colonel Renaud et l'inspectrice Hélène Simon. On fit monter Laurent dans l'hélicoptère. Il indiqua sur une carte où se trouvait sa cabane sur la rivière la Grande Fougère. Le colonel Renaud donnait des ordres pour l'opération. Les hommes préparaient leurs armes.
L'hélicoptère décolla et survola la forêt vers le nord. Il atteignit la rivière en 20 minutes, survola la cabane et descendit. Laurent regarda par le hublot. Près de la cabane, le Land Rover vert était garé. De la fumée s'échappait de la cheminée, signe que quelqu'un était à l'intérieur. L'hélicoptère se posa dans une clairière à 200 mètres. Les hommes du GIGN en sortirent et encerclèrent la cabane. Le colonel Renaud prit un mégaphone et cria « Paul Lefebvre, vous êtes cerné. Sortez sans armes, les mains sur la tête. Toute résistance est inutile. » Silence. Puis la porte de la cabane s'entr'ouvrit. Paul passa la tête, vit les hommes du GIGN, l'hélicoptère, et pâlit. Il cria « Ne tirez pas. On se rend. » Il sortit lentement de la cabane, les mains en l'air. Derrière lui, Serge et Nicolas, également les mains levées. Les hommes du GIGN les maîtrisèrent, leur passèrent les menottes, les plaquèrent face contre terre. Ils fouillèrent la cabane, trouvèrent les 2 sacs à dos avec les lingots d'or, les comptèrent. 24 pièces. Le colonel Renaud s'approcha de Laurent et lui serra la main. « Monsieur Fournier, vous êtes un héros. Vous nous avez aidés à résoudre ce crime. L'or est retrouvé, l'organisateur et ses complices sont arrêtés. Nous allons en ville, vous ferez une déposition détaillée. » On fit monter Laurent, Lefebvre et les bandits dans l'hélicoptère. Ils s'envolèrent pour Strasbourg. Dans les locaux de la direction de la gendarmerie à Strasbourg, on conduisit Laurent au bureau d'un enquêteur au 3e étage. On le fit asseoir à une table, on lui apporta du thé chaud et des sandwichs. Laurent but et mangea avidement, n'ayant rien avalé de correct depuis 2 jours. Ses mains tremblaient de fatigue et de tension nerveuse. L'inspectrice Hélène Simon, une femme d'une 50aine d'années, stricte dans son uniforme de major, s'assit en face de lui, alluma un enregistreur et ouvrit son ordinateur portable pour le procès-verbal. À côté, le colonel Renaud s'installa dans un fauteuil, écoutant en silence, attentivement. Simon commença l'interrogatoire sur un ton officiel. Laurent Fournier, 62 ans, chasseur, domicilié dans une cabane sur la rivière la Grande Fougère. Racontez-nous en détail tout ce qui s'est passé depuis le début, sans omettre de détails. Laurent s'éclaircit la gorge et commença son récit. Comment il avait chassé l'ours pendant 3 jours, comment il avait abattu l'énorme mâle, comment il l'avait dépecé et ouvert son estomac. Comment il avait été stupéfait de voir 2 lingots d'or à l'intérieur, propres, brillants, avec le poinçon du Crédit National. Comment il avait décidé de remonter la piste de l'ours, de trouver d'où venait l'or. Comment il avait trouvé le camp dévasté avec la tente déchirée, le sang, les restes d'un homme dévoré par l'ours. Comment dans le sac à dos du défunt, il avait découvert le passeport au nom de Michel Lambert et le plan du braquage du Crédit National daté du 15 octobre 2024. Simon prenait des notes rapidement, demandant des précisions, reposant des questions. Laurent continua, comment il avait trouvé la carte avec les 3 croix marquant les caches dans le sac à dos, comment il avait suivi la carte et découvert la première cache près de la cabane avec 14 lingots d'or, et la seconde près du rocher du doigt du diable avec 8 lingots. Comment il avait appelé son vieil ami Paul Lefebvre pour lui demander conseil, lui demandant de l'aide pour remettre l'or à la police légalement. Comment Paul était arrivé le lendemain avec 2 bandits. Ils avaient récupéré l'or des caches. Puis Paul avait sorti un pistolet, avoué qu'il avait lui-même organisé le braquage, envoyé 3 exécutants, et prévoyait de garder tout l'or pour lui. Comment exactement Lefebvre a-t-il avoué, demanda Simon. Répétez ces paroles précisément. C'est important pour l'accusation. Laurent se souvint, reproduisant le dialogue. Je lui ai demandé, Paul, c'est toi qui as organisé le braquage? Il a répondu, oui, c'est moi. 3 idiots ont accepté pour une part, ils ont braqué, caché l'or selon mon plan, et attendaient le rendez-vous. L'un d'eux a été bouffé par un ours. Un coup de chance pour moi. Les 2 autres, mes gars les ont liquidés, enterrés discrètement. Puis il a dit qu'il avait cherché l'or pendant 1 mois, qu'il ne trouvait pas les caches, que l'un des 3 avait perdu la carte et que je l'avais trouvée, et qu'il allait tout prendre. Il a ordonné à ses hommes de me ligoter, de m'emmener dans la forêt et de m'abandonner. Je me suis enfui, ils ont tiré, m'ont manqué. Ils sont allés à ma cabane pour me tendre une embuscade. Simon hochait la tête, notant chaque mot. Le colonel Renaud intervint. Monsieur Fournier, vous connaissiez Lefebvre depuis longtemps? Vous étiez amis? Je le connais depuis 35 ans, depuis l'armée. Laurent eut un sourire amer. On était amis, je lui faisais confiance comme à un frère.
Et il m'a trahi pour de l'argent, il a voulu me tuer. Le salaud. Compris. Lefebvre est en interrogatoire dans le bureau d'Axan Grave-Côté. Pour l'instant, il nie tout. Il dit que vous avez tout inventé, que vous aviez trouvé leur ensemble. Qu'il voulait le remettre à la police, mais que vous l'avez attaqué avec un couteau pour essayer de le lui prendre. Mais nous ne le croyons pas. Les preuves contre lui sont accablantes. Premièrement, lors du braquage, les 24 lingots. Deuxièmement, des témoins l'ont vu un mois plus tôt rencontrer Lambert et 2 autres hommes dans un café à Strasbourg. Ils discutaient, se sont passés un paquet. Troisièmement, sur son téléphone, on a trouvé des messages avec Lambert concernant le plan de braquage. Lefebvre est l'organisateur, c'est certain. Il va prendre cher. Laurent hocha la tête, satisfait. L'interrogatoire dura encore 2 heures. Simon éclaircit chaque détail, établit la chronologie des événements, nota les coordonnées des caches, l'endroit où l'ours avait tué Lambert. Puis elle imprima le procès-verbal de 10 pages, le donna à Laurent pour qu'il le lise et le signe. Laurent signa, data. Simon dit, « Monsieur Fournier, merci pour votre coopération. Vous avez aidé à résoudre un crime majeur, à arrêter de dangereux criminels et à récupérer des biens volés d'une valeur de plus de 1,5 million d'euros. Conformément à la loi, une récompense de 10% de la valeur de la découverte vous est due. C'est 156 000 euros. Le Crédit National vous les versera après la fin de l'enquête et du procès, dans environ 6 mois. De plus, une prime du ministère de l'Intérieur pour votre aide dans l'arrestation de criminels particulièrement dangereux. 10 000 euros, qui vous seront versés dans le mois. Cela vous convient ? Laurent hocha la tête, abasourdi. 156 000 euros de récompense plus 10 000 de prime. Près de 170 000 euros. Une fortune pour un vieux chasseur qui avait vécu toute sa vie avec quelques milliers d'euros par mois. Simon sourit pour la première fois de l'interrogatoire. Vous l'avez bien mérité, honnêtement, monsieur Fournier. Peu de gens auraient rendu une telle trouvaille. Beaucoup se la seraient appropriée. Vous avez agi selon votre conscience, bravo. Vous pouvez disposer. Nous allons vous conduire à un hôtel. Reposez-vous. Demain, encore quelques formalités, puis vous pourrez rentrer chez vous. Avez-vous besoin d'aide pour le transport jusqu'à votre cabane ? Oui, je vous en serai reconnaissant. Je ne sens plus mes jambes. Nous organiserons un hélicoptère pour vous y déposer. On conduisit Laurent à un hôtel de la gendarmerie. On lui donna une chambre simple et propre. Laurent s'effondra sur le lit et s'endormit instantanément. Il dormit 14 heures d'affilée, récupérant après 2 jours sans sommeil. Le matin, Laurent fut réveillé par des coups à la porte. Le colonel Renaud entra. Apportant un plateau avec le petit déjeuner, œufs au plat, porridge, café, pain et beurre. Laurent mangea avec appétit, se sentant de nouveau humain après une bonne nuit de sommeil. Renaud s'assit dans un fauteuil et alluma une cigarette, avec la permission de Laurent. « Monsieur Fournier, il y a du nouveau. Lefebvre a craqué cette nuit. Il a fait des aveux complets, a raconté tout le schéma du braquage du début à la fin. Vous voulez entendre ? Bien sûr que je veux. » Laurent posa sa fourchette et écouta attentivement. Renaud ouvrit sa tablette et lut le procès-verbal de l'interrogatoire de Lefebvre. Paul Lefebvre, 64 ans, ancien lieutenant de gendarmerie. Il avait travaillé à Strasbourg dans les années 90 et 2000. Retraité en 2010. Il vivait avec une maigre pension de 1 200 euros. Il joignait à peine les 2 bouts. Il enviait les riches, rêvait du gros lot. 1 an plus tôt, il avait rencontré dans un cercle de jeu 3 malfrats, Michel Lambert, Pierre Garnier et Igor Moreau. Tous les 3 avaient un casier judiciaire pour vol. Sortis de prison, ils cherchaient un moyen de gagner de l'argent. Lefebvre leur proposa un plan, braquer le Crédit National à Strasbourg, la chambre forte avec les lingots d'or. Lefebvre connaissait de l'intérieur le système de sécurité de la banque. Il avait travaillé avec eux par le passé, connaissait les horaires des transporteurs de fonds, les points faibles de la surveillance. Il élabora un plan détaillé. Le trio devait pénétrer dans la banque tôt le matin, avant l'ouverture, désactiver l'alarme, ouvrir la chambre forte avec du matériel spécialisé, et emporter 22 lingots d'or d'un poids total de 22 kg, d'une valeur de 1,4 million d'euros. Ensuite, ils devaient s'enfuir dans une voiture volée, se cacher dans la forêt, dissimuler lors dans 3 caches le long d'un itinéraire prédéfini. Une semaine plus tard,
ils devaient se retrouver au troisième point, se partager l'or à 4 et se disperser, le vendant par petits lots à des receleurs. Le plan fonctionna presque parfaitement. Le 15 octobre 2024, à 6 heures du matin, Lambert, Garnier et Moreau pénétrèrent dans l'agence du Crédit National par une porte de service. Ils désactivèrent l'alarme avec un code fourni par Lefebvre. Ils ouvrirent la chambre forte avec un chalumeau, prirent les 22 lingots dans des sacs à dos. Ils partirent dans une Nissan volée la veille en direction de la forêt, abandonnèrent la voiture près du village du Thillot et continuèrent à pied sur l'itinéraire de Lefebvre. Ils cachèrent la première cache avec 14 lingots près de la cabane, la seconde avec 8 lingots près du rocher du Doigt du Diable. Ils devaient atteindre le troisième point de rendez-vous le 20 octobre. Mais le troisième jour, Lambert prit du retard sur le groupe et établit son camp séparément. Un ours l'attaqua pendant la nuit, déchira sa tente et le tua. Garnier et Moreau entendirent ses cris, accoururent, virent l'ours sur le corps de Lambert, prirent peur et s'enfuirent. Ils atteignirent le point de rendez-vous et attendirent Lefebvre. Lefebvre arriva le 20 octobre, mais pas seul. Il était accompagné de 2 tueurs à gages, Serge et Nicolas. Le plan de Lefebvre était d'éliminer les 3 exécutants au rendez-vous et de garder tout l'or pour lui. Serge et Nicolas abattirent Garnier et Moreau avec des pistolets munis de silencieux et enterrèrent les corps dans la forêt. Lefebvre partit ensuite à la recherche des caches, mais la carte se trouvait sur Lambert, qui avait été mangé par l'ours. Lefebvre chercha les caches pendant un mois, ratissant toute la région, sans succès. Il devenait fou. Et c'est alors que Laurent Fournier, son vieil ami, l'appela pour lui dire qu'il avait trouvé de l'or dans un ours et les caches grâce à une carte. Lefebvre exulta, comprenant que sa chance de récupérer l'or était revenue. Il vint avec Serge et Nicolas, récupéra l'or des caches. Il voulait éliminer Laurent comme témoin, mais celui-ci s'était échappé et avait prévenu la police. Voilà toute l'histoire. Lefebvre avait tout avoué, dans l'espoir d'une réduction de peine. Laurent écoutait, secouant la tête. Paul avait tué 5 personnes pour de l'or. Les 3 exécutants du braquage. Abattus par ses hommes de main. Il était indirectement responsable de la mort de Lambert, qui avait suivi son plan et s'était retrouvé face à un ours. Et il avait voulu tuer Laurent lui-même. 5 vies pour 1,5 million d'euros. Une arithmétique effrayante. Qu'est-ce qu'il risque ? Demanda Laurent. Organisation de vol en bande organisée, meurtre avec préméditation sur 2 personnes, tentative de meurtre sur vous, détention illégale d'armes. Au total, au moins 25 ans de réclusion criminelle. À son âge, c'est une peine à perpétuité, il ne sortira pas vivant. Serge et Nicolas prendront 20 ans chacun pour complicité de meurtre et vol. La justice sera faite, monsieur Fournier. Le procès de Paul Lefebvre, Serge Legris et Nicolas Le Balafré s'ouvrit 4 mois plus tard, en février 2025, à la cour d'assises du Bas-Rhin. L'affaire était médiatisée, la salle d'audience bondée de journalistes, de équipes de télévision et de simples curieux. Laurent fut convoqué comme principal témoin à charge. Il vint de sa forêt pour le procès, s'assit dans la salle et regarda les accusés derrière la vitre du box. Lefebvre avait vieilli en 4 mois de détention, il était complètement chauve, le visage émacié. Sa tenue de prisonnier flottait sur son corps amaigri. Serge et Nicolas étaient à ses côtés, menottés. Leur visage était sombre, haineux. Ils fixaient Laurent avec animosité. Le procureur, Dimitri Roux, un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris et à l'allure respectable, lut l'acte d'accusation pendant 2 heures, énumérant tous les crimes. Lefebvre était accusé d'avoir organisé le braquage, d'avoir commandité le meurtre de Garnier et Moreau, de tentative de meurtre sur Laurent Fournier, de détention illégale d'armes et de constitution de bande organisée. Serge et Nicolas étaient accusés de complicité de vol et de meurtre, de détention illégale d'armes et de tentative de meurtre sur un témoin. Le procureur requit les peines maximales, 25 ans de réclusion pour Lefebvre, 22 ans pour Serge et Nicolas. Les avocats des accusés tentèrent d'atténuer leur culpabilité. Ils évoquèrent les aveux de Lefebvre, le fait que Garnier et Moreau étaient eux-mêmes des criminels qui méritaient leur sort, que Laurent n'avait pas été blessé physiquement lors de la tentative de meurtre. Mais la juge, Marine Morin, une femme stricte d'une 50aine d'années, rejeta ces arguments. Les preuves étaient trop solides, les crimes trop graves. On interrogea les témoins, l'inspectrice Simon, le colonel Renaud, l'adjudant Martin, des experts, les voisins de Lefebvre. Tous confirmèrent la culpabilité des accusés. À la 5e audience, Laurent Fournier fut appelé à la barre. Il se leva, s'approcha du pupitre et jura de dire la vérité.
Le procureur recommença son interrogatoire. Monsieur Fournier, racontez à la cour comment vous avez connu l'accusé Lefebvre. Nous nous sommes rencontrés il y a 35 ans à l'armée, nous avons servi ensemble. Ensuite, nous sommes restés amis, nous nous appelions, nous nous voyions parfois. Je le considérais comme un ami, je lui faisais confiance. Quand vous avez trouvé l'or dans l'ours, pourquoi avez-vous appelé précisément Monsieur Lefebvre? Parce qu'il avait été gendarme. Je pensais qu'il m'aiderait à remettre la trouvaille à la police correctement, à faire les choses légalement. Je lui faisais confiance en tant qu'ami. Que s'est-il passé lorsque Monsieur Lefebvre est venu vous voir dans la forêt? Laurent raconta en détail comment Paul était arrivé avec 2 bandits, comment ils avaient pris l'or des caches, comment Paul avait sorti un pistolet, avoué avoir organisé le braquage, ordonné qu'on le ligote, voulu le tuer pour qu'il n'y ait pas de témoins. Comment il s'était enfui et avait marché pendant 2 jours pour prévenir la police. La salle écoutait en silence. Les journalistes griffonnaient sur leurs carnets, les caméras tournaient. Lefebvre était assis dans le box, la tête baissée, sans regarder Laurent. L'avocat de Lefebvre, un homme d'une 40aine d'années, élégant dans son costume, tenta de discréditer le témoignage de Laurent. « Monsieur Fournier, êtes-vous certain que Monsieur Lefebvre vous a menacé avec un pistolet? Peut-être vous montrait-il simplement son arme pour se défendre contre les animaux sauvages dans la forêt. » Laurent regarda l'avocat froidement. Il a pointé le canon sur ma poitrine et a dit « L'or reste avec nous, et toi, tu oublies ce que tu as vu ou tu meurs. » C'est une menace de mort, pas une démonstration d'armes. Et ces bandits m'ont tiré dans le dos quand je fuyais. 3 tirs, j'ai miraculeusement évité d'être touché. C'est une tentative de meurtre. L'avocat, décontenancé, ne posa plus de questions. On laissa Laurent quitter la barre. Il retourna à sa place. Le procès dura 3 semaines. Après que tous les témoins eurent été entendus et toutes les preuves examinées, la juge se retira pour délibérer pendant 2 jours. Elle revint avec le verdict, qu'elle lut d'une voix sèche pendant 1 heure. En substance, Paul Lefebvre était reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Peine, 25 ans de réclusion criminelle, avec confiscation des biens. Serge et Nicolas étaient reconnus coupables de complicité. Peine, 20 ans chacun. Droit d'appel sous 1 mois. Un murmure parcourut la salle. Les journalistes se précipitèrent vers la sortie pour appeler leur rédaction. On emmena Lefebvre et ses complices, menottés, sous escorte. Laurent resta assis dans la salle, regardant son ancien ami être emmené, celui qui avait trahi une amitié de 35 ans pour de l'argent, qui avait tué 5 personnes, et qui recevait ce qu'il méritait. 25 ans à 64 ans, c'était une condamnation à vie. Il ne sortirait jamais. La justice avait triomphé, mais Laurent ne ressentait aucune joie. Seulement de l'amertume et un grand vide. 1 mois après le procès, en mars 2025, Laurent fut convoqué au Crédit National de Strasbourg pour recevoir sa récompense. Il vint de sa forêt en bus, vêtu de ses meilleurs habits, un vieux costume propre, une chemise blanche, des chaussures cirées. Au siège de la banque, il fut accueilli par le directeur, le chef de la sécurité et des représentants de la presse. On l'installa dans une salle de conférence. Le directeur prononça un discours de remerciement, louant Laurent pour son honnêteté. Il déclara que la banque était reconnaissante et lui versait la récompense légale de 10%, soit 156 000 €, qui avait été virée sur son compte le matin même. Applaudissements, flash des appareils photo. Laurent se leva, s'inclina maladroitement, marmonna qu'il avait simplement fait ce qu'il pensait être juste. La cérémonie terminée, on le conduisit dans un bureau où une employée l'aida avec les formalités. Elle lui proposa de placer l'argent sur un dépôt à terme à 3% par an. Avec 1,4 million, cela représentait 42 000 € par an. Laurent accepta. En sortant de la banque, Laurent se sentit étrangement vide. 1,4 million sur son compte, mais le cœur lourd. Paul était en prison, 5 hommes étaient morts. Une amitié de 35 ans brisée. Le prix de l'or avait été élevé pour tout le monde. Il entra dans une armurerie, s'acheta un nouveau fusil semi-automatique pour 2 000 €, des munitions, un couteau de chasse, des jumelles allemandes, une tente d'hiver. Il dépensa près de 4 000 € sans hésiter. Dans un magasin d'électronique, il acheta un téléphone satellite, un nouvel ordinateur portable, un panneau solaire. Chez l'épicier, il fit des réserves pour 6 mois. Il appela sa fille Élise à Lyon, lui vira 150 000 € sans explication. Il appela son fils Julien à Paris et fit de même.
Il lui restait environ 1,1 million sur son compte. Laurent ne savait pas quoi en faire. L'argent ne le rendait pas heureux. Il se sentait fatigué, vidé. Il entra dans un bar, commanda une demi-bouteille de schnapps et s'assit seul dans un coin, buvant en silence. Il pensa à Paul, à leur amitié brisée par la cupidité. Il but son verre, sortit et marcha sans but dans la ville nocturne. Il atteignit les quais du Rhin, s'assit sur un banc et regarda le fleuve large et sombre. De l'autre côté, en Allemagne, les lumières de la ville de Kiel scintillaient. Pour la première fois en 10 ans, Laurent alluma une cigarette. Il fuma, la tête lui tournant. Il pensa à la vie, à ce qui lui restait. Il resta sur le quai jusqu'au matin, regardant le lever du soleil sur le Rhin. Il se leva, alla à la gare routière et acheta un billet de bus pour le Thillot. De là, il avait arrangé un transport en hélicoptère jusqu'à sa cabane. Il sortit de l'hélicoptère, respira à plein poumon l'air pur de la forêt, regarda sa cabane. Enfin chez lui. Il rangea ses achats, accrocha son nouveau fusil au mur, s'assit à table et se fit un thé, regardant la rivière par la fenêtre. Le silence absolu. C'était bon d'être là. 8 mois passèrent. Juin 2025. La forêt était verte et dense, les moustiques vrombissaient. Laurent était assis sur le perron de sa cabane, nettoyant son fusil, quand il entendit le vrombissement lointain d'un moteur. Il leva la tête, méfiant. Un bateau à moteur en aluminium apparut au détour de la rivière. 2 hommes en treillis étaient à bord. Le bateau accosta. Les hommes descendirent. L'un, la cinquantaine, trapu et chauve, portait des lunettes noires. L'autre, plus jeune, grand et barbu. Le plus âgé s'approcha. Laurent Fournier. Le chasseur héros qui a trouvé l'or? Laurent hocha la tête, la main sur la crosse de son fusil. C'est moi. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Je m'appelle Valérie Leroy. Voici mon assistant, André. Nous sommes venus parler de l'or que vous avez trouvé l'année dernière. La conversation est terminée. L'or a été rendu. Lefebvre et ses complices sont en prison. L'affaire est classée. Leroy sourit. Pas tout à fait, monsieur Fournier. Voyez-vous, Paul Lefebvre ne travaillait pas seul. Il y avait un autre partenaire, qui a financé l'opération. Lefebvre était l'exécutant, moi, j'étais l'investisseur. Et je n'ai pas du tout apprécié que mes 1,5 million retournent à la banque au lieu de me revenir. Laurent sentit un frisson le parcourir. Il épaula lentement son fusil et le pointa sur le roi. Fichez le camp d'ici avant que je ne tire. Le roi ne scia pas. Il sortit un pistolet de sa poche et le pointa sur Laurent. Doucement, le vieux. Pose ton fusil, on va parler calmement. Je ne suis pas venu pour l'or, c'est trop tard. Je suis venu pour une information. Lefebvre a dit aux interrogateurs qu'on n'avait trouvé que 2 lingots dans l'ours, le reste dans les caches. Mais selon mes calculs, 22 lingots ont été volés, et vous en avez trouvé 24. D'où viennent les 2 en trop? Laurent garda le silence, réfléchissant à toute vitesse. Le roi continua, je pense que Lambert, celui que l'ours a mangé, a gardé 2 lingots pour lui avant de cacher le reste. Il les avait sur lui. L'ours l'a mangé avec. Vous n'avez pas trouvé 2 lingots dans l'ours, mais 4. Vous en avez rendu 2 à la police et gardé les 2 autres. C'est ça? Laurent serra les mâchoires. Tu ne dis rien, donc j'ai visé juste. Où sont les lingots, le vieux? 2 kilos d'or, 130 000 euros. Donnez et on s'en va. Sinon, André te tuera. Il fouillera la cabane et les trouvera lui-même. André sortit un couteau de sa ceinture et fit un pas en avant. Laurent tira en l'air. Le coup de feu déchira le silence. André sursauta. Le roi pointa son pistolet et tira. La balle se logea dans le toit de la cabane. Laurent rechargea et pointa son canon sur le roi. La prochaine est pour toi. Partez tant que vous êtes en vie. Si tu tires le premier, le vieux, j'aurai le temps de riposter. On mourra tous les 2. Ou alors, donne-moi les 2 lingots et vis en paix. Choisis vite. Laurent regardait le canon du pistolet, son esprit tournant à plein régime. Bluff ou vérité? Il n'y avait eu que 2 lingots dans l'ours. Pas de surplus. Le roi avait inventé cette histoire pour le faire parler. Mais s'il disait la vérité,
il ne le croirait pas, penserait qu'il mentait et le tuerait. S'il disait que les lingots existaient, il exigerait de les voir. En ne les trouvant pas, il le tuerait aussi. Impasse. Il n'y avait qu'une seule issue. Laurent abaissa brusquement son fusil et tira dans le sol, juste devant André. La chevrotine fit jaillir la terre. André hurla, se tenant la jambe, et tomba. Laurent rechargea à la vitesse de l'éclair et tira sur le roi, l'atteignant à l'épaule. Il tomba en arrière, son pistolet lui échappant des mains. Laurent se précipita, envoya le pistolet au loin d'un coup de pied et pointa son fusil sur le roi qui se tordait de douleur. Il n'y a pas de lingots en plus. Il y en avait 2 dans l'ours, je les ai rendus. Tu bluffais pour me faire avouer. Le roi grinça des dents, le regardant avec haine. Tu vas me tuer? La police te trouvera. Tu ne pourras pas prouver la légitime défense. Laurent eut un sourire glacial. Je ne vais pas vous tuer. Je vais vous ligoter, vous emmener au village et vous livrer à la police. Le deuxième organisateur du braquage se manifestera. Lefebvre aura de la compagnie en prison. Il les ligota solidement, pansa leurs blessures pour qu'ils ne se vident pas de leur sang. Il les traîna jusqu'à leur bateau, démarra le moteur et descendit la rivière vers le Thillot. Il arriva 2 heures plus tard, accosta près de la gendarmerie et traîna les 2 hommes ligotés jusqu'à l'adjudant Martin. Il raconta tout. Martin appela une équipe de Strasbourg. Le roi et André furent arrêtés et emmenés. Une nouvelle enquête commença. Le roi s'avéra être un homme d'affaires au passé criminel. Sous la pression des preuves, il avoua et écopa de 20 ans de prison en tant que deuxième organisateur. Laurent reçut une prime supplémentaire de 10 000 € pour leur arrestation. Ce soir-là, Laurent rentra à sa cabane. Il s'assit sur le perron, fuma une cigarette et regarda la rivière. L'histoire de l'or était enfin terminée, 1 an plus tard. Les 2 organisateurs étaient en prison, les exécutants étaient morts. L'or avait été restitué. La justice avait été entièrement rendue, mais le prix était élevé. 6 vies brisées, une amitié trahie, la tranquillité perdue. Laurent écrasa sa cigarette, entra dans la cabane et se coucha. Demain, il repartirait à la chasse. La vie continuait.